Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h. Europe Matin. Thierry Dagiral. À la une, vous venez de l'entendre, semaine de canicule en vue. Les campings ne veulent prendre aucun risque. En région toulousaine, où l'on attend 38-39 degrés, des campings obligent les tentes et les caravanes à s'installer à l'ombre sous les arbres et les brumisateurs sont sortis. Les sociétés d'autoroutes doivent-elles raboter leurs tarifs en cette période de grandes vacances? C'est le souhait en tout cas de Clément Beaune, le ministre des Transports, qui en appelle à leurs actionnaires. Les moins de 30 ans, plus touchés que les autres par les burn-out, ils supportent de moins en moins la pression et l'autorité. Résultat d'une étude que l'on vous détaille dans ce journal. Dans la prochaine demi-heure, 6h15, le journal des sports de Lucas Courtin. 6h20, l'innovation d'Anissé Mbida. Et puis à 6h23, la partition d'Omblin Roche. Europe 1. Et la première édition est présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Préparez ventilateurs et bouteilles d'eau. La canicule est de retour. 39 degrés attendus dès cet après-midi dans le sud-ouest et partout. Des records de chaleur qui devraient durer au moins une semaine. Les recommandations sont toujours les mêmes. S'hydrater, rester au frais, manger léger. Et c'est aussi vrai en vacances. D'ailleurs, pour cette première semaine de congé, les campings de la région toulousaine ont tout prévu. Wilfried de Villers. Piquer une tête dans la piscine et se prélasser sous un parasol, le quotidien des vacanciers. Et il s'impose encore plus en cette semaine de canicule. Alors au camping des Étangs, à l'ouest de Montauban, on joue les prolongations, explique son responsable Thibaut Romulus. La piscine va rester ouverte plus longtemps, ouvrir plus tôt le matin, fermer plus tard le soir pour qu'ils puissent se rafraîchir plus longtemps. Si ça ne suffit pas, Thierry Loumière, lui, a pensé à un autre dispositif dans son camping. On met des brumisateurs sur un espace aussi qui est ombragé. On le met à disposition au moment. On est un peu plus souple sur l'installation des chaises longues à l'ombre pour pas les laisser au soleil, en plein soleil, dans le camping lui-même. La clim tournera à plein régime dans les mobil-homes équipés. Quant aux vacanciers en tente ou en caravane, Thibaut Romulus les dirige en priorité vers les emplacements les plus ombragés. Sur toute la partie basse du camping, on est très à l'ombre. Une grosse partie de la journée, donc on favorise ces emplacements-là plutôt que les emplacements en haut où il y a moins d'ombre. Et le propriétaire du camping sera particulièrement vigilant aux éventuels malaises liés à la chaleur. Wilfried de Villers, et avec ces températures élevées, l'alerte aux incendies reste de mise, notamment dans le Gard où un feu gigantesque a détruit 650 hectares dans les Cévennes la semaine dernière. Un dispositif de surveillance est mis en place depuis hier soir. Coup de chaud également sur nos comptes en banque avec les vacances. Eh bien, la carte bleue chauffe déjà. Oui, vous avez pris la route, vous avez dû sentir passer la douloureuse au péage. Plus de 66 € pour un Paris-Lyon, près de 120 € pour un aller-retour Paris-Marseille. Des tarifs en hausse de 2% sur un an, alors que le budget des vacanciers, lui, a été raboté cette année avec l'inflation. Le ministre des Transports, Clément Beaune, demande donc aux sociétés d'autoroutes de faire un effort. Mais la marge de manœuvre du gouvernement est mince, Geoffrey Branger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette augmentation du prix des péages est automatique. L'État a signé des contrats avec les sociétés d'autoroutes qui prévoient une révision annuelle des prix. Une seule limite, cette hausse ne peut pas dépasser le taux d'inflation. Après, le gouvernement pourrait ouvrir des négociations avec ces sociétés, comme ça avait été le cas début 2019. En pleine crise des Gilets jaunes, l'État avait demandé et obtenu une réduction de 30% pour les conducteurs réguliers, à défaut d'avoir pu obtenir cette baisse pour tous les Français. Aujourd'hui, il pourrait geler les tarifs, mais ce ne serait que temporaire. L'ancienne ministre de l'écologie, Ségolène Royal, l'avait fait, elle, en 2015. Et le problème, c'est qu'il a fallu rattraper ce gel sur les années qui ont suivi. Alors, la marge de manœuvre pour le gouvernement n'est pas large. Pour l'instant, pas de réaction du côté des sociétés d'autoroutes malgré nos sollicitations. Geoffrey Branger. Et puis, autre inquiétude du gouvernement, Fanny, l'alimentation de la France en gaz. La Russie soupçonnée de vouloir fermer le robinet. Oui, ce matin, le gazoduc Nord Stream 1 qui alimente toute l'Europe de l'Ouest va fermer pour maintenant. Il doit rouvrir dans 10 jours, mais l'exécutif craint que Vladimir Poutine ne trouve un prétexte pour ne pas relancer la machine. Le gouvernement réitère donc son appel à l'économie et à la sobriété énergétique. 6h04 sur Europe 1. Les entreprises doivent-elles repenser leur management? Selon une étude Malakoff Humanis, 56% des jeunes salariés sont épuisés contre 49% en 2019. Oui, horaires à rallonge, pression, surcharge de travail. Les moins de 30 ans sont ceux qui déposent le plus d'arrêts maladie, 36% en mars dernier, et de plus en plus pour dépression ou anxiété. Chloé Lagadou.
Aller au travail la boule au ventre, c'était le quotidien de Fabien avant son arrêt maladie. Employé dans l'informatique, il ne supportait plus la pression constante. Il a fait un burn-out à 29 ans. J'ai perdu le sommeil, j'ai perdu l'envie d'aller. Par accumulation, ça a fini par exploser. Et ça s'est traduit par je veux plus, je donne plus de nouvelles. J'en ai marre et on s'en veut beaucoup. Le mal-être des jeunes en entreprise est un phénomène global. Gabriella a 26 ans, elle est commerciale et à peine un mois après son embauche, son travail est devenu une source d'angoisse. C'était la première fois de ma vie qu'on me prescrivait un traitement, que ce soit antidépresseur ou anxiolytique. Quand j'en ai parlé un peu autour de moi, à mes copines et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup qui étaient déjà passés par là ou qui se voyaient passer par là pour X raisons. Pour éviter d'en arriver là, une des solutions pour les entreprises serait de repenser leur management, explique Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Le modèle un peu classique et je dirais même un peu ringard du management du chef, la nouvelle génération ne le supporte plus du tout. D'ailleurs, la Confédération des PME prévoit de publier un code de conduite aux entreprises pour préserver la santé mentale des jeunes salariés. Chloé Lagadou. La politique à présent avec la motion de censure de la France Insoumise contre le gouvernement qui est examinée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Une présentation à 16h. Elisabeth Borne prendra ensuite la parole, puis les présidents de groupe s'exprimeront. Une motion qui a peu de chances de passer puisque le Rassemblement national et les Républicains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne la voteraient pas. Et puis les Républicains en quête d'un nouveau leader depuis le départ de Christian Jacob, c'était le 30 juin dernier. Et une fois encore, les regards se tournent vers Laurent Wauquiez, très sollicité par les cadres du parti. Ira pas. Le président de la région Rhône-Alpes se tâte. Alexandre Chauveau, il a bien du mal à prendre sa décision. Oui, parce que Laurent Wauquiez est encore hanté par la lourde défaite aux Européennes en 2019. Les 8,5% de François-Xavier Bellamy l'ont marqué, un score rétrospectivement honorable comparé aux 4,7% de Valérie Pécresse à la présidentielle. D'où sa très longue interrogation au moment où la présidence des Républicains lui tend à nouveau les bras. Laurent Wauquiez a en fait un objectif, la présidentielle de 2027, et il réfléchit aux moyens d'y arriver dans la meilleure position. Or, une nouvelle défaite de LR aux Européennes dans 2 ans signerait la fin de ses ambitions. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que la droite ne peut pas se passer plus longtemps de ses services. Encensé par Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, populaire chez les jeunes du parti, Laurent Wauquiez fait presque l'unanimité dans son camp. Tous ses soutiens vantent sa supériorité intellectuelle et sa force de travail, y compris Nicolas Sarkozy. Mais le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes souffre aussi de procès en insincérité qu'il devra tôt ou tard combler en vue de 2027. Sa décision, très attendue, y compris par les potentiels autres candidats, devrait être connue dans les prochains jours. Avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La suite du journal de Fanny Marceau. On va partir au Royaume-Uni. Tout le monde veut prendre sa place. C'est un peu cela là-bas. 11 candidats en lice pour remplacer Boris Johnson. Oui, le Prime Minister miné par des scandales, poussé en urgence vers la sortie par les conservateurs. La semaine dernière, il a démissionné de la tête du parti, mais il reste à Downing Street le temps de trouver un successeur qui héritera du siège, mais aussi d'un pays politiquement affaibli avec, Anaïs Cordoba, une situation économique et sociale explosive. Oui, il y a d'abord cette crise du coût de la vie. L'inflation au Royaume-Uni n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans. Elle atteint presque 10% avec de fortes hausses de prix pour l'essence et les produits alimentaires notamment. Plusieurs secteurs professionnels réclament donc des augmentations de salaire et se sont mis en grève comme les cheminots. Les syndicats d'infirmières et de professeurs menacent aussi de faire grève cet été. Une décision gouvernementale est donc urgente sur la question des salaires mais aussi de la fiscalité. Autre dossier brûlant, le conflit avec l'Union européenne sur l'Irlande du Nord. Une loi très controversée pour modifier l'accord de Brexit sur le protocole nord-irlandais est actuellement à l'étude au Parlement. Et puis, il y a aussi la guerre en Ukraine. Le Royaume-Uni est le plus grand soutien militaire à l'Ukraine derrière les États-Unis. Une situation de crise dans ce conflit nécessiterait la prise rapide de décisions cruciales. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. Alors, les sports à présent et la victoire, Fanny, des Bleus hier en ouverture de l'Euro 2022. 5-1, les Françaises ont tenu les Italiennes en respect hier à Rotterdam, c'est au Royaume-Uni. But signé de Gayoro, Catoto et Cascareno. Prochain adversaire, la Belgique, jeudi. On sera le 14 juillet, ça pourrait leur porter chance, on espère en tout cas. Et puis également des grands moments de football. C'est aussi ce que nous fait revivre Jacques Vendroux. Le 5e et dernier épisode du podcast Les Géants est disponible dès aujourd'hui. Et cette semaine, zoom sur l'âge d'or du jeu à Nantes avec Éric Pécou, attaquant de 1971 à 81, auteur de 98 buts en 200 matchs à l'époque où Nantes survolait les compétitions. Il confie à Jacques Vendroux des souvenirs frappants, comme cette image après un match contre le Steaua Bucarest dans la Roumanie communiste de Ceausescu. Une anecdote là qui nous a tous sidérés. On finit le match, on a pris la douche, on monte dans le bus,
On se retourne et il y avait un arrêt de bus. Et là, on voit le capitaine d'équipe avec sa femme et son sac de sport qui rentrait chez lui. Le mec, c'était le capitaine de la sélection du Steaua Bucarest. Et il rentrait en bus chez lui. Il n'avait pas de voiture. Là, on est dans une autre génération. Tous, on a halluciné. Je crois qu'on avait fait, après, on avait envoyé des choses, des stylos, des machins, parce que les gamins, ils avaient, voilà, c'était un peu le communiste rétrograde de ces années-là. Les mémoires d'Éric Pécou à découvrir dans le podcast d'Europe 1 Studio, Les Géants avec Jacques Vendroux. Voilà, dernier épisode donc de la saison 1. Dès aujourd'hui, c'est sur l'appli Europe 1 et le site europe1.fr. C'était le journal de Fanny Marceau. Merci Fanny, à tout à l'heure.